Salut à tous les bastonneurs et les bastonneuses, moi c'est Forgy, et le catch, c'est ce dont on va parler. Et aujourd'hui, on va parler du show qui a révolutionné le catch tel qu'on le voit aujourd'hui. Si on compare la scène pro de l'époque et celle d'aujourd'hui, en 2025, on voit à quel point cet événement a tout changé. Je veux bien sûr parler de All In 2018, l'original. Mais avant ça, je vous rappelle que si vous êtes dans les environs de Bordeaux-Pessac le 14 juin, vous pouvez venir nombreux au show de la FRPW Unity 6 à Belgrave. Vous y retrouverez le meilleur du catch de la compagnie. Petit message préventif, les images et clips de cette vidéo sont d'une qualité nettement inférieure à ce que je vous propose d'habitude. Malheureusement, c'est la seule définition que j'ai pu trouver pour ce pay-per-view. Je m'en excuse. Petit point origine d'All In. Alors que la ROH est sur un pic, un fan questionne Dave Meltzer, le baron de la critique de Catch Pro, sur la possibilité que la ROH puisse faire un pay-per-view qui réunirait 10 000 personnes ou plus dans une même salle. Ce qui n'est pas arrivé dans un show non WWE depuis l'époque de la WCW. Autant vous dire que ça fait très longtemps, en tout cas pour les USA. Meltzer répond alors que ça n'est pas près d'arriver selon lui. C'est là que Cody intervient et prend le pas. Le concept est lancé de manière totalement indépendante, puisque c'est Cody et les Bucks qui se font les promoteurs de ce All-In en s'appuyant sur tous les liens qu'ils ont à la ROH, à la NJPW, à la PWG, à la CMLL, à la TNA, à la MLW et à la AAA. Je prendrai note des talents de ce show au fur et à mesure, que ça donne une vraie idée d'à quel point la scène du catch actuelle a été marquée par l'événement. Un autre facteur important, c'est l'implication des fans. À cette époque, les publics étaient souvent un peu tièdes. Mais ici, on a 10 000 personnes enthousiastes, toutes avec leur merchandising, leurs t-shirts, leurs casquettes, et qui vivent les émotions présentées, qui sont venues participer à ce moment de l'histoire. Une énergie qui va se répandre au fur et à mesure des années. Il faut aussi noter l'importance des storylines de la chaîne YouTube Being the Elite. Un crossover entre la ROH et la NJPW, dont faisaient partie tous les membres de l'élite. Omega, les Bucks, Adam Page, etc. En l'absence de télévision pour représenter ces récits, la chaîne fait les liens. Et ce qui est intéressant, c'est que les vidéos sont toujours sur YouTube. On peut donc, en quelques épisodes, suivre toute la route de All In, de l'épisode 100 à peu près jusqu'à 117. Ces récits, hors du ring, sont comme une base pour le fameux storytelling de la WWE actuelle. Clip backstage, histoire de cœur, récits plus grands que nature, déconstruction en partie du kayfabe. On voit ici beaucoup de ce qui est la norme actuelle. L'événement commence avec un pré-show. Le Zero Hour qui présente des matchs pour le plaisir, comme le SCU contre les Briscoe Brothers, ou qui introduit des éléments pour la carte principale, comme cette Battle Royale qui déterminera qui affrontera Jay Lethal pour son titre principal de la ROH. C'est une formule que l'on retrouve toujours, plus à la EW qu'à la WWE d'ailleurs. De même que le nombre de matchs de la carte principale et la durée du pay-per-view. 9 ou 10 matchs, 4 heures de show, c'est beaucoup plus le standard AEW que le standard WWE. Mais c'était déjà le standard de la NJPW, les Bucks et Cody ont fait avec ce qu'ils connaissaient. C'est un format qui place le catch au centre de l'événement. Niveau talent, dans cette Battle Royale, voyez un peu. Jordynne Grace, ancienne de la TNA, transfuge qui fait de l'impact à NXT. All Ego Ethan Page, multiple champion NXT, Punishment Martinez, qu'on connaît mieux sous le nom de Damien Priest, Moose, Tony Dreamer, Bully Ray, pour ce qui est des actifs de la TNA, et pour la future AEW, Billy Gunn, Don Callis au commentaire, Trent Barretta, Brian Cage, et j'en passe. Ici, ça multiplie les références à l'histoire du catch, que ça soit la WWE ou la WCW, ou même la scène indie. Le but est de donner un max de plaisir au public. Vainqueur de la mêlée, Flip Gordon. Premier match, MJF contre Matt Cross. Making the long walk down the ramp here at the Sears Center. The following contest is set for one fall. Introducing first, from Plainville, Long Island, New York, going to Hunter. En quelques instants, on a déjà tout MJF. Dès son début, tout est installé. Le moment où il tend la main et il crie « Sportsmanship !» Sportivité. Puis 2 secondes après, il met un coup. Ou quand il annonce « Moi j'ai pas besoin de faire des flips pour être over !» Une de ses marques de fabrique. On retrouve son amour du catch heel classique. Se servir de l'arbitre comme bouclier, cracher au visage, ou les doigts dans les yeux. C'est marrant de le voir encore à l'époque où il avait un physique normal. Pas encore
encore hyper buff comme il est maintenant. A noter pour ceux qui ne le connaissent pas, Matt Cross c'est un peu comme un vieux Will Ospreay, très divertissant. Victoire de Cross, ce n'est pas encore le moment d'MJF. Jeune talent de la MLW, champion de la CZW. C'était quand même déjà un peu quelqu'un dans l'indie. Interview avec Nick Aldis, champion NWA. On voit déjà le flegme et le calme du gars. Les traits du futur général manager de SmackDown sont déjà clairement visibles. Ensuite, c'est la catchification d'une star. Déjà apparu à SummerSlam, Stephen The Arrow Amell veut aller plus loin dans le catch. Dans la pure tradition WCW, il représente ici le Bullet Club. Un match qui justement parle de la lutte entre le divertissement sportif, que n'importe quel athlète peut faire, et le catch professionnel. Le vrai métier, la passion, la vie presque. Amell contre la légende indie Christopher Daniels. Tous les moves qui vont impressionner de nos jours avec Logan Paul sont déjà présents là. Le dropkick coast to coast, d'un coin à l'autre du ring. Le saut depuis la 3e corde sur une table en contrebas à l'extérieur. Et en plus, c'est la bonne personne qui gagne, Christopher Daniels. La morale, c'est qu'on peut pas se moquer du catch professionnel indéfiniment. Les pros sont juste au-dessus. Thème qui fait justement partie de la storyline entre John Cena, Logan Paul, Cody et Jey Uso. Ça vous dit quelque chose, non? Le match féminin de la soirée. Tessa Blanchard, Chelsea Green, Madison Rayne et Britt Baker. On a l'avenir dans ce match de catch féminin. Britt va être capitale dans les premières années de la AEW. Tessa Blanchard, après un gros passage à se faire oublier, est une force de la TNA. Et Chelsea Green dans un énorme run à la WWE. Et sa folie est totalement apparente dès son entrée. Ses mimiques et réactions over the top sont déjà parfaitement installées. Et sur le ring, étonnante. Missile dropkick et Canadian Destroyer, respect Green. Tessa était la championne TNA à ce moment-là. Et si ces affaires de tyrannie backstage n'étaient pas arrivées, je suis sûr qu'elle serait au sommet en ce moment. Elle est juste impressionnante sur un ring. Britt se montre ici un peu comme la révélation. Presque inconnue, elle envoie déjà de magnifiques Sling Blades. C'est Tessa qui finit victorieuse après un DDT sur Chelsea Green. Cody contre Nick Aldis. La storyline va vous dire quelque chose, je pense. Cody court après le titre NWA. Celui-là même que son père avait détenu avec fierté. Il court après l'héritage de la famille. Récit très similaire à la WWE, où il courait après le titre que son père n'avait pas eu cette fois-ci. Il entre sur le thème qu'il utilise toujours aujourd'hui, celui de l'American Nightmare, accompagné de plein de légendes, dont DDP, Diamond Dallas Page et Tommy Dreamer. Avec Nick Aldis, champion de la NWA, on a Jeff Jarrett, un nom qui est encore important aujourd'hui à la EW. La NWA, c'est les National Wrestling Alliance. C'est l'entité qui gère les territoires du catch indépendant aux États-Unis, c'est-à-dire partout à part les grandes compagnies que vous connaissez. C'est un match qui prend son temps, avec des impacts qui sont longtemps vendus. On est dans le catch traditionnel des années 80-90, mais avec une patine moderne grâce à Cody. Et toujours, on fait plaisir au public des fans, avec DDP qui fait son Diamond Cutter sur Guevara. Autre chose qu'on ne voyait plus à cette époque-là, le retour du sang, bien tartiné sur le visage. Si aujourd'hui on en voit partout, à l'époque, ça avait basiquement disparu des écrans. Ah, la PG era. Et Aldis a tué Brandy aussi, le salaud. Victoire très émotionnelle de Cody, avec un public totalement derrière lui. Comme quelques années plus tard. Dites-moi ce que vous pensez de tout cela dans les commentaires et abonnez-vous. Le match suivant, typiquement, est une pure construction des storylines de Being the Elite. Le clip de résumé est bien en soi et permet à tout le monde de suivre le récit. Ce qu'il y a à retenir, c'est que déjà, Adam Page inspirait beaucoup les scénaristes. Violence réfrénée, double personnalité, pétage de câble, des bases solides pour ce qu'il sera plus tard. Un magnifique psychopathe. A noter que Penelope Ford, qui accompagne Joey Janela, est une figure toujours très active à l'AEW. Vainqueur Hangman, qui se fait ensuite rattraper par ses démons. Jay Lethal contre Flip Gordon. Flip se fait un nom correctement à la CMLL, alors que Jay Lethal est un vétéran très actif à l'AEW et à la ROH. Pour Olin, ils vont mettre en avant une gimmick qu'il n'utilisait que très épisodiquement, sa double personnalité, le Black Machismo. Hommage à Randy Savage, un vrai plaisir à déguster sans fin. Beaucoup de références à la carrière légendaire du lutteur, mais avec tout de même le titre ROH en jeu, puisque Jay était le champion à l'époque. Jay conserve finalement son titre.
Et alors que Bully Ray, qui avait perdu dans la finale du Battle Royale, vient casser les pieds à tout le monde, petit moment vengeance sympa, Colt Cabana de Chicago vient le passer à travers une table, ça fait plaisir, merci. Moi il me saoule Bully Ray. Kenny Omega, champion NJPW contre Penta. Kenny, star de l'AEW et de partout ailleurs dans le monde, contre Penta, la nouvelle sensation de Raw. Encore une fois, les étoiles s'alignent pour le futur. On découvre deux légendes. Une des icônes de la lucha libre, Penta, El Cero Miedo, et le gaijin qui a réussi à conquérir le Japon en rivalisant avec Okada, le Rainmaker. On est juste après le fameux 2 out of 3 Falls de Dominion, une autre marque importante dans le catch. That V-trigger is coming! Flips out the back. Ooh, takes out the hand and out, becoming crystal clear. Double stop. Plein de jolis V-trigger, Fear Factor. Close, yet so far. Big trick. Here we go. Could it be? Can Penta counter? Et bien sûr, un One Wing Angel pour la victoire d'Omega. Et alors qu'il s'élève, on a une coupure lumière, et c'est Chris Jericho, grimé en Penta, qui fait son apparition. Il avait rejoint la NJPW depuis peu, et il avait une rivalité liée à Kenny. Des bases solides pour la future création de l'AEW. Marty Scurll contre Okada. Étoile montante du circuit indépendant, Marty Scurll joue l'outsider face à la légende vivante Okada Kazuchika. Malheureusement pour lui, Marty est maintenant persona non grata dans le catch professionnel suite au mouvement Speak Out quelques années plus tard. Je ne rentrerai pas dans le détail. Okada, lui, va continuer sa légende au Japon avant de devenir un des heels les plus fun de l'AEW et enfin retrouver Kenny Omega sur le ring pour All In au Texas. Yes! Méticuleux, imposant son rythme, le Rainmaker vole au-dessus de ce combat et offre un vrai spectacle catchesque au public. Enfin, un main event Spotfest de dingue, les Bucks et Kota Ibushi, à l'époque où il n'était pas tout cassé, contre la Lucha Libre, Rey Fénix, Bandido et Rey Mysterio, les têtes de la Lucha à la WWE et à l'AEW à l'heure actuelle. Fénix était le champion AAA à ce moment-là de sa carrière. Les Bucks étaient champions tag team NJPW et trio avec Cody à la ROH. Bandido en grande forme, c'est juste une tuerie. Il est surhumain ce gars. Un pur bonheur pour le public d'excité à Chicago. On montre ici que la lucha ce n'est pas que Rey Mysterio. Et en quelque sorte c'est lui-même qui approuve cette nouvelle génération. La lucha va éclore internationalement les années suivantes. Et même devenir, depuis peu, un vrai cœur important dans les grosses fédérations avec l'alliance IMLL pour l'AEW et le rachat de la AAA par la WWE. Tout ce petit monde-là, avec les Bucks et Ibushi, révolutionne le catch spectacle, la lutte acrobatique à haut tempo. Un vrai régal pour les spectateurs. C'est une véritable symphonie d'innovation, des sauts les plus invraisemblables les uns que les autres. C'est les débuts de Air Lucha. La Golden Elite remporte sur une fin de show rapide, car malheureusement les 4 heures de temps allouées étaient écoulées. Je voudrais conclure sur une phrase marquante de Matt Jackson. All In, ça va pas juste être un show de catch, mais une fête à partager avec tous les passionnés. Cet événement pose des jalons de ce qui va devenir l'AEW un an plus tard. Mais ça ne va pas transformer que la scène indie, tout son modèle va influencer les grandes compagnies. La violence, le travail des storylines en dehors du ring, les alliances multi-promotions, le catch spectacle, style Lucha Libre ou Spotfest, la construction d'un show, l'utilisation de certains talents. Bref, comparé avec 2025, tout y est. En conclusion, c'est tout ce que je viens de citer et beaucoup plus encore qui fait de ce premier All-In une vraie révolution dans le monde du catch actuel, toutes compagnies confondues. Merci de m'avoir suivi sur cette vidéo. N'hésitez pas à venir à Bordeaux-Pessac pour le FRPW Unity 6 à Belgrave le 14 juin. Commentez, mettez des pouces bleus et à tous les bastonneurs et les bastonneuses, abonnez-vous et à très vite.